Il y a deux écoles, vous dites. Il y a deux écoles sur la formation des comètes et probablement vous avez apporté un élément décisif en faveur de l'une ou de l'autre école. Vous pouvez expliquer un peu le problème? Il y a deux scénarios qui s'opposent. Un des scénarios qui dit que la glace cométaire est antérieure à l'histoire de la formation du système solaire. Cette glace proviendrait du milieu interstellaire. Donc ça veut dire que cette glace serait plus ancienne que le système solaire. D'accord. L'autre scénario… Et donc, excusez-moi, comment elle serait venue? Alors, ce seraient des mouvements de corps célestes qui… Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la nébuleuse primitive s'est formée, comment elle se forme cette nébuleuse primitive? Elle se forme à partir d'un nuage moléculaire dense qui s'effondre sur lui-même. Au centre de cette nébuleuse se forme le Soleil et autour se forme un disque de matière qui tombe sur le Soleil. Et ce disque est continuellement alimenté par ses bords, par le nuage moléculaire dont je vous parle. Et ce nuage moléculaire vient du milieu interstellaire. Donc en gros, la question est de savoir, est-ce que les grains cométaires, ces grains-là, se sont formés dans le milieu interstellaire? Est-ce qu'ils n'ont pas été vaporisés quand ils se sont retrouvés dans le disque parce qu'il était chaud? Et après, ça donnait autre chose quand ça refroidit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un scénario qui prédisait justement que les comètes étaient faites à partir de grains d'origine interstellaire. Donc ces grains, leur structure cristalline, il n'y a pas de structure cristalline justement, c'est des grains qui ont une structure amorphe, donc comme des carreaux, quoi. Donc en gros, il n'y a pas de cristaux, c'est désordonné les molécules. C'est les molécules presque à l'état brut, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'arrangement périodique, il n'y a pas de structure. C'est les molécules les unes à côté des autres. Voilà, mais désordonnées. On a de… La glace, c'est une glace d'eau c'est essentiellement une glace d'eau parce que les comètes sont dominées par l'eau. Et en gros, il n'y a pas de structure, de cage ni quoi que ce soit, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment des molécules qui sont les unes. C'est chaotique en fait. C'est comme de l'eau. C'est de l'eau qui est gelée, mais où les molécules sont restées telles quelles, quoi. Voilà. Et l'autre scénario qui s'oppose, c'est de dire que les comètes se sont formées à partir de grains qui se sont formés condensés dans la nébuleuse primitive. Et ces grains-là, s'ils se sont formés dans la nébuleuse primitive, auraient une structure qui serait cristalline, donc qui ressemblerait à de la glace comme celle qui tombe dans la neige, quoi. Et donc les implications sont énormes parce qu'en fait la composition des glaces n'est pas la même. Ça veut dire aussi que la composition des planétésimaux ne serait pas la même. Et si la composition des planétésimaux n'est pas la même, ça veut dire que la composition des planètes n'est pas la même non plus. Et donc ça, c'est une question qui se pose depuis les années 70, même avant. Et je pense que grâce aux données Rosetta, on peut apporter un embryon de réponse. D'accord. Et qui irait plutôt dans quelle direction? La mienne. Qui est plutôt interstellaire, plutôt je dis rien. Endogène? C'est la question. Suspense. Vous me réinviterez? Oui, bien sûr. Avec plaisir. J'ai amené un petit jouet. Voilà. J'ai amené une comète avec moi. C'est sympathique, merci. Voilà, pour mettre dans le Ricard. Voilà. Donc il s'agit d'une construction 3D, d'une impression 3D de la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors j'ai un collègue au LAM, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui s'appelle Laurent Jordac, qui a fait une reconstruction 3D de la comète. D'accord. C'est grâce à lui qu'on a eu ce genre d'objet là. Donc ça, c'est les données issues de Rosetta directement? Ouais, c'est la caméra Osiris qui a tellement bien détaillé la surface de la comète qu'on a pu faire ce type de reconstruction. Donc ça, c'est exactement, à quelques définitions près, c'est exactement absolument. Bon, il a fallu la peindre un peu plus en noir pour que ce soit plus véridique. Oui. Et donc on voit très bien qu'il y a deux lobes qui sont côte à côte. Et donc quand les images sont apparues, les premières images sont apparues, on avait pensé qu'il y avait une érosion par le milieu, en gros comme un trognon de pomme qui est mangé par le milieu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça c'est très récemment, que en fait ce que vous voyez ici, il y a deux lobes, voilà, un petit et un grand. Oui, on voit bien. Ouais. Et on se rend compte que en fait, ce sont deux comètes qui sont accrétées l'une contre l'autre. Elles se sont cognées, rapprochées doucement. Voilà, cognées et doucement, et elles se sont collées. Elles se sont collées. Et ça a permis cette forme de structure. Et beaucoup de comètes ressemblent à ça, a priori. Et elles ont une structure différente? Alors, une structure différente. On est capable de détecter avec des différences notables? Pas évident, parce qu'en fait, c'est des comètes qui, elles se sont dans tous les cas formées dans le même environnement, très très proches l'une de l'autre. Donc, a priori, les variations sont très très faibles d'une à l'autre. Donc, non, c'est pas parlant. On va être plus noyé par le fait que, vous voyez, ce lobe est plus petit que celui-là. Donc, s'il y en a un qui a plus de chances d'avoir des volatiles, c'est celui-là. Donc, ça va être plus des problèmes liés à l'évolution qu'à l'origine, les variations. D'accord. Ouais. Au niveau du mouvement, donc cette comète, elle tourne sur elle-même, c'est ça? Elle fait un cycle assez court, vous avez dit, autour du Soleil. Absolument. Vous avez parlé de gravité. Ouais. C'est un corps donc, qui a une petite magnétosphère aussi ou... Alors bien sûr, il y a une queue de plasma, mais en fait, ce qui est intéressant au niveau de la gravité, c'est qu'en fait, vous avez dû voir des photos avec des éboulis, là, vous avez des blocs
qui sont tout en haut là. Puis, donc imaginez que vous êtes un astronaute. Puis alors, vous baladez sur la comète, vous allez là. Imaginez qu'il y a un éboulis qui tombe là. Et ben cet éboulis va mettre une demi-heure à vous tomber dessus. Donc vous avez largement le temps de faire 1 mètre pour éviter que ça vous tombe dessus. Donc ça veut dire que pas extrêmement violente. Et c'est à cause de ça que Philae a eu du mal à atterrir. Hein. Donc voilà. Donc c'est une grave. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un exploit que l'Agence spatiale européenne ait pu satelliser autour un vaisseau. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Oui, parce que nécessairement pour satelliser, on va s'appuyer sur le champ d'attraction, le champ de gravité de la comète. Le dernier exploit similaire qui a été fait, c'était dans Objectif Lune de Tintin. Là. Mais à part ça... Eh bien écoutez, merci beaucoup Olivier Mouzis. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur Citypost. Super, merci. Merci d'être venu pour toutes ces explications et à très bientôt. Merci beaucoup.